Bonjour à tous, donc je vais corriger un devoir sur le chapitre Analyse d'un système chimique par des méthodes physiques. Donc il va comporter deux exercices, un premier exercice sur la conductivité et un autre exercice sur des mesures d'absorbance, donc sur un dosage spectrophotométrique. Donc le premier exercice, on te dit qu'en TP, un élève dissout dans une fiole jaugée de 2 litres 2 grammes de sulfate de sodium, donc Na2SO4, dans un peu d'eau, puis complète au trait de jauge avec de l'eau distillée et agite pour homogénéiser. Et de là, il y a 3 questions. Premièrement, d'écrire l'équation de la réaction en modélisant la dissolution du solide ionique dans l'eau, puis de calculer la concentration effective des ions en solution, et enfin de calculer la conductivité de la solution obtenue. On te donne les conductivités ioniques molaires en Siemens mètre carré par mol à 25 degrés. Donc ce qui est intéressant, c'est que quand tu vois les conductivités, eh bien, tu vois déjà la formule des ions. Donc l'ion sodium Na+, et l'ion sulfate SO4 2-. Et on te donne la masse molaire du sulfate de sodium. Alors, pour écrire l'équation de la réaction qui modélise la dissolution du solide ionique dans l'eau, bien tout simplement je prends le solide ionique, je n'oublie pas que c'est un solide, et au contact de l'eau, il va donc se former des ions sodium Na+, et des ions sulfate SO4 2-. Et je n'oublie pas d'ajuster les coefficients stoichiométriques, donc c'est-à-dire de mettre deux ions sodium. Alors pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement, pour assurer l'électroneutralité. Ici, du côté des réactifs, on est neutre, donc on doit être neutre du côté des produits. Or ici, il y a deux charges négatives, et si je n'avais pas rajouté un 2 ici, eh bien, on n'aurait qu'une seule charge positive, donc on serait globalement négatif. Donc c'est pour ça que j'ai mis un 2. Deuxième raison, eh bien, pour assurer la conservation de la matière. Ici, on voit bien que dans le solide ionique, il y a deux fois l'élément sodium, donc c'est aussi pour ça que je rajoute un 2. Ensuite, il fallait calculer la concentration effective des ions en solution. Alors, qu'est-ce qu'on nous donnait dans l'énoncé? On nous donnait la masse de sulfate de sodium, le volume et également la masse molaire. Donc la première chose que je vais calculer, ce n'est pas la concentration effective des ions en solution, mais c'est la concentration en sulfate de sodium, donc la concentration en soluté apportée. Que j'ai noté, c'est le Na2SO4. Donc pour calculer une concentration en quantité de matière, eh bien, je vais utiliser tout simplement la formule. C'est la quantité de matière sur le volume de la solution. Donc le volume de la solution, je l'ai. La quantité de matière, je ne l'ai pas, mais je peux la déterminer. Puisque la quantité de matière, je sais que c'est la masse sur la masse molaire. Si je ne me souviens plus de la formule, dans l'énoncé, on te donne ici la masse molaire qui est en grammes par mol. Donc si tu sais que la masse molaire, c'est des grammes par mol, ça veut dire que c'est quelque chose qui s'exprime en grammes divisé par quelque chose qui s'exprime en mol. Hop. Donc c'est forcément une masse sur, après, une quantité de matière petit n. Pour retrouver après la formule, bien, tu peux tout simplement, comme je dis souvent à mes élèves, on remplace par des chiffres. On va faire jouer 3 ici. On va dire que la masse molaire c'est 3, la masse c'est 6, et la quantité de matière c'est 2. Tu cherches 2, tu sais que 2 c'est 6 divisé par 3, donc c'est bien la masse sur la masse molaire. Alors, une fois que tu as ça, tu peux calculer la quantité de matière. Donc tu peux tout à fait faire, oui, bon, bah, ça fait 2 grammes divisé par 140 et quelques grammes par mol. Mais aussi tu peux remplacer, c'est-à-dire remplacer tout ceci dans cette formule. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc tout simplement ici, la quantité de matière, je l'ai remplacée par la masse divisée par la masse molaire, le tout divisé par le volume. On ne garde pas un calcul comme ceci. Enfin, on a une fraction dans une fraction. Non, on doit simplifier.
Donc ça va faire la masse divisée par la masse molaire fois le volume. Si tu as du mal comme ça avec des fractions littérales, tu prends des fractions, tu prends des situations de la vie quotidienne. Hein. Donc ici, c'est comme si on avait un quart divisé par 2. Et un quart divisé par 2, mais je pense que tu sais que si tu as un quart de tarte et que tu le divises par 2, il t'en restera plus qu'un huitième. Donc ça fait bien 1 sur 4 fois 2. Donc c'est exactement ce que j'ai fait ici. Comme, ici ça joue le rôle de 1, ici ça joue le rôle de 4, et là ça joue le rôle de 2. Donc j'ai bien fait 1 sur 4 fois 2. Donc ça veut dire que la concentration en quantité de matière, ça va être la masse sur la masse molaire fois le volume. Donc ça, je sais qu'il y a des élèves qui la connaissent par cœur, c'est très bien, mais bon, moi je la redémontre à chaque fois. Et donc maintenant, je peux faire l'application. La masse, c'était 2 grammes, la masse molaire, c'était 142,04 grammes par mol, et le volume, c'était 2 litres. Et quand on fait le calcul, on trouve 7,0 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. On ne garde que 2 chiffres significatifs, même si ici, il y en a 5. Ici, il n'y en a que 2, c'est le plus petit qui l'emporte. Bon, maintenant, je vais pouvoir déterminer la concentration effective des ions en solution. Donc pour cela, je vais regarder l'équation de dissolution. Et je constate que pour un solide ionique, je forme 2 ions sodium et un ion sulfate. Donc je peux en déduire que la concentration en ion sulfate, ça sera la concentration en soluté apportée, donc de 7,0 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Et par contre, la concentration en ion sodium, comme pour un solide ionique, je forme 2 ions sodium, j'aurai une concentration qui sera 2 fois plus importante. D'où 1,4 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Donc j'insiste juste sur, quand tu écris la concentration en ion sodium, ne mets pas un 2 là. C'est pas la concentration de 2 fois en ion sodium. Non, c'est la concentration en ion sodium. À point, c'est tout. Pour les élèves qui ont un petit peu de mal à trouver cette relation, sinon vous faites un tableau d'avancement. Alors c'est un résultat de cours, hein, ceci, un résultat de cours de première, mais si tu n'y arrives pas, tu fais un tableau d'avancement. Donc tu as une quantité ici initiale de Ni. Là tu n'en as pas, initialement. Ici tu n'en as pas. Puis à un stade intermédiaire, tu as Ni moins l'avancement. Tu formes 2x. Ici, tu formes x. Et puis, à l'état final, qui sera même l'état maximal, c'est-à-dire que la réaction, on va la pousser jusqu'à son terme, elle est totale. Donc ici, tu en auras 0. Donc Ni moins x max. Ici, tu auras 2x max. C'est pas facile d'écrire. Désolée. Et là, tu auras x max. X max. Alors, ce que tu peux voir aussi tout de suite, c'est que x max, ça vaudra Ni. Donc, la quantité d'ion sodium, ça sera 2 fois Ni. Et la quantité d'ion sulfate, ça sera Ni. Après, de manière assez simple, pour calculer la concentration en ion sodium, ça va être la quantité de matière d'ion sodium, donc 2 fois Ni sur le volume, et tu retrouves bien que ça va faire 2 fois la concentration en soluté apportée. Et pour le sulfate, ça sera la quantité de matière, donc Ni, c'est-à-dire la quantité de sulfate de sodium divisé par le volume, et donc tu retrouves le résultat que j'ai donné précédemment. Maintenant, il faut calculer la conductivité de la solution. Et là, attention, avant de faire des calculs de conductivité, on sait que la conductivité, ça s'exprime en Siemens par mètre.
Donc, on ne pourra pas exprimer les concentrations en mol par litre. Les concentrations, il faut les exprimer en mol par mètre cube. Donc, la première chose que je vais faire, c'est bien, je vais convertir les concentrations. Donc, on a vu en cours que pour passer des mols par litre au mol par mètre cube, eh bien, il faut multiplier par 10 puissance 3. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, je trouve la concentration en ion sulfate, qu'il faut 7,0 mol par mètre cube, et la concentration en ion sodium qui vaut 1,4 fois 10, fois 10 puissance 1 ou fois 10, c'est pareil, mol par mètre cube. Ensuite, pour calculer la conductivité de la solution, eh bien, je vais utiliser la loi de Colroche, et si je l'utilise, je la cite. Donc, je vais appliquer la loi de Colroche. La loi de Colroche, elle dit que la conductivité, eh bien, c'est la somme de la conductivité ionique molaire multipliée par la concentration de l'ion. Ça signifie que c'est la conductivité ionique molaire de l'ion sodium fois la concentration de l'ion sodium, plus la conductivité ionique molaire de l'ion sulfate fois la concentration en ion sulfate. Et quand tu fais le calcul, tu trouves 0,182, je ne garde que deux chiffres significatifs, et je trouve 1,8 fois 10 puissance moins 1 Siemens par mètre. Alors comment est-ce que je fais pour voir que c'est des Siemens par mètre ? La conductivité ionique molaire, elle était en Siemens fois Siemens mètre carré, donc c'est Siemens multiplié par des mètres carrés, par mol, donc c'est comme si je divisais par des mols. Désolée. Fois la concentration. Alors la concentration, on se méfie, hein, on l'a bien mis en mol par mètre cube, donc c'est comme si je multipliais par des mols, divisé par des mètres cubes. Bon, bah les mols, ça s'annule. On a des mètres carrés sur des mètres cubes. Bon, bah les mètres carrés, hop, le 3, il s'en va. Il ne reste plus que 1, donc ça fait bien des Siemens par mètre. L'exercice 2. Donc l'exercice 2, c'est un exercice un petit peu plus conséquent, donc qui est tiré d'un sujet de bac. Alors, la spiruline est un produit à base de cyanobactéries, généralement séché et broyé. Ce produit est vendu en tant que complément alimentaire, supposé améliorer le tonus et la vitalité. La spiruline est très riche en phycocyanine, donc c'est un pigment, également utilisé comme colorant alimentaire naturel. Et une entreprise commercialisant de la spiruline déshydratée utilise la teneur en phycocyanine comme critère qualité pour sa production. Pour une qualité optimale du produit fabriqué, la teneur en phycocyanine doit être comprise entre 10 et 15 grammes pour 100 grammes de spiruline déshydratée. Donc dans la première partie, on va s'intéresser à la validité d'une méthode de dosage par spectrophotométrie. Et dans la partie B, on va utiliser cette méthode pour déterminer la qualité de la spiruline. Alors, la première partie, donc validité d'une méthode de dosage. On met en œuvre une méthode de dosage de la phycocyanine par spectrométrie et on suit le protocole suivant. Donc on dispose d'une solution mère de phycocyanine, qu'on note S0, de concentration en masse C0 de 25,0 mg par litre. De là, on va préparer une gamme de 5 solutions, qu'on note de S1 à S5, qu'on va obtenir par dilution de la solution mère S0. On mesure l'absorbance A de chacune de ces solutions à une longueur d'onde fixée. On trace le graphique qui va présenter l'absorbance en fonction de la concentration. Et on va mesurer l'absorbance de la solution aqueuse étudiée et en déduire sa concentration par lecture graphique. On nous donne bien des données. On nous dit qu'on considère que dans les solutions étudiées, seule la phycocyanine absorbe la lumière dans la gamme de longueur d'onde considérée. Et le spectre d'absorption d'une solution aqueuse de phycocyanine est donné ci-contre. On nous donne également le cercle chromatique. Première question, il faut décrire un protocole de dilution permettant d'obtenir 100 ml de la solution S2 de concentration C2 égale 5 mg par litre à partir de la solution S0. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement calculer le facteur de dilution. Alors, le facteur de dilution, comment est-ce que je l'obtiens ? J'ai la solution mère de concentration 25 mg par litre et la solution phi que je souhaite obtenir de concentration 5 mg par litre et je vois qu'il y a un facteur de dilution de 5. Donc je vais devoir donc prélever un certain volume de solution mère et pour trouver ce volume,
eh bien je prends le volume de la solution phi divisé par le volume de la solution mère que je souhaite prélever, et je dis que c'est égal à 5, c'est égal au facteur de dilution. Comme je sais que je veux fabriquer 100 ml de solution phi, eh bien il faut que je prélève 5 fois moins de solution mère, c'est-à-dire 20 ml. Et maintenant, je peux écrire le protocole. Donc je vais mettre de la solution S0 dans un bécher, je vais prélever 20 ml de cette solution à l'aide d'une pipette jaugée de 20 ml, je vais transvaser le contenu de la pipette dans une fiole jaugée de 100 ml, je vais ajouter de l'eau distillée jusqu'aux 2/3, j'agite, puis je complète à l'eau distillée jusqu'au trait de jauge et j'agite de nouveau. Deuxième question, quelle est la couleur d'une solution aqueuse de phycocyanine? Donc pour ça, il faut que tu utilises la figure 1 et le cercle chromatique. Donc pour trouver la couleur d'une solution, on va regarder le maximum d'absorbance, et ça va correspondre à une certaine longueur d'onde, donc à peu près 620 nanomètres. Donc 620 nanomètres, ça correspond sur le cercle chromatique au orange. Or, on sait qu'une solution absorbe fortement dans sa couleur complémentaire, donc ça veut dire que la solution est bleue. Ensuite, indiquer une valeur de la longueur d'onde adaptée pour mesurer l'absorbance de la solution à l'aide du spectrophotomètre. Eh bien, encore une fois, on va regarder le spectre d'absorption de la phycocyanine et on sait que pour faire des mesures d'absorbance, il faut se placer au maximum d'absorbance. Le maximum d'absorbance, il est là, ça correspond à une longueur d'onde environ de 620 nanomètres, donc on se placera à cette longueur d'onde-là. Pour valider la méthode de dosage mise en œuvre, on dispose d'une solution aqueuse étalon de phycocyanine, notée SE, de concentration en masse connue, donc CE théorique de 15,0 mg par litre. On cherche donc à savoir dans un premier temps si cette méthode permet de retrouver cette valeur. Et donc, le tableau ci-dessous récapitule les résultats obtenus. Donc, on a nos 5 solutions, dont la concentration va de 2 mg par litre à 20 mg par litre. On a l'absorbance qui est donnée. Et donc, on nous donne également la courbe qui représente l'absorbance en fonction de la concentration. On te demande de rappeler la loi de Berlambert et de discuter l'accord des mesures obtenues avec cette loi. Alors, que dit la loi de Berlambert? La loi de Berlambert, elle dit que l'absorbance à une certaine longueur d'onde, eh bien, c'est le coefficient d'extinction molaire à cette certaine longueur d'onde fois la largeur de la cuve fois la concentration en quantité de matière. Cette loi, elle est valable pour des solutions diluées, dont l'absorbance sera inférieure à 2. Au-delà, cette loi n'est plus valide. Bon, maintenant, on regarde ce qu'on obtient. Et quand on regarde ce graphe, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que tous ces points peuvent être reliés par une droite qui passe par l'origine, et donc qui va traduire une situation de proportionnalité entre l'absorbance et la concentration en masse. Donc si ici l'absorbance est proportionnelle à la concentration en masse, eh bien ça veut dire que l'absorbance est proportionnelle à la concentration en quantité de matière, et donc c'est bien en accord avec la loi de Berlambert. En précisant la méthode utilisée, déterminer la concentration en masse, donc CE expérimentale de la solution SE. Donc j'ai tracé la droite, et puis on nous donne l'absorbance de la solution SE dans le tableau, qui est à 0,54, donc je l'ai repéré. Et tout simplement, par lecture graphique, eh bien, je peux lire la concentration CE expérimentale, qui vaut 15,0 mg par litre. Le même mode opératoire a été répété 10 fois, et les résultats obtenus sont réunis ici. On te demande de calculer la valeur moyenne, l'écart type, l'incertitude type. Alors on te donne la formule de l'incertitude type. C'est égal à l'écart type sur la racine de n, n étant le nombre de mesures. Et d'écrire le résultat de cette mesure avec son incertitude type. Donc quand tu as ça, il faut utiliser le menu statistique de ta calculatrice et dire à sa calculatrice d'aller gagner sa vie. Et voilà ce qu'elle sort.
la fameuse calculatrice. Donc on peut lire ici la valeur moyenne, qui est là. Donc pour l'instant, j'écris volontairement avec autant de chiffres significatifs possible. Ce n'est qu'à la fin, quand je vais écrire le résultat avec son incertitude de mesure, que je traiterai les chiffres significatifs. Puis on te demandait l'écart type. Alors l'écart type, méfie-toi, l'écart type c'est grand S de x. Donc c'est ici. Et le tout est accompagné à chaque fois d'unités. Et enfin, il fallait calculer l'incertitude type. Donc l'incertitude type, c'est grand S de x sur racine de n étant 10, donc sur racine de 10, et on trouve ce nombre-là. Et maintenant, il faut exprimer le résultat. Alors la première chose qu'on fait quand on veut exprimer le résultat, on regarde l'incertitude. L'incertitude, on ne garde qu'un seul chiffre significatif et on arrondit par excès. Donc tout simplement ici, ça va être, désolé, ça va être 0,2. Donc 0,2 mg par litre. Maintenant, je vais écrire que la concentration, ça va être égal à quelque chose, plus ou moins 0,2. Et évidemment, on est en milligrammes par litre. Alors, ça va être un peu long à écrire. L'ordinateur est lent. Là. Bon, désolé, j'écris très très mal. Alors, pour trouver, il faut aller regarder la valeur moyenne. La valeur moyenne, elle est notée ici. Cette valeur moyenne, on va devoir écourter un petit peu ces chiffres significatifs. On voit que ici, on est précis au dixième. Donc on ne pourra pas être plus précis que du dixième. Donc c'est-à-dire qu'on va devoir s'arrêter là. Maintenant, le nombre là, c'est un 8, c'est plus grand que 5. Donc on va garder simplement 14,8. C'est-à-dire que on ne peut pas être plus précis que l'incertitude. Si l'incertitude, elle est précise au dixième, dans ces cas-là, je garde des chiffres jusqu'au dixième. Si l'incertitude était précise au centième, ben j'aurais gardé le 8. Là, ce n'est pas le cas. Donc, je peux écrire que la concentration, après 10 mesures, la concentration, elle est de 14,8 plus ou moins 0,2 mg par litre. Conclure quant à la validité de la méthode de dosage en déterminant le z-score, sachant que le z-score, eh bien, ça vaut la valeur moyenne moins la valeur théorique divisée par l'incertitude. Alors, pour la valeur moyenne, tu vas prendre maintenant la valeur moyenne révisée, donc 14,8. Et pour l'incertitude, tu vas prendre 0,2. Donc c'est pour ça que ça fait 14,8, la valeur moyenne, moins la valeur théorique 15,0 qui est donnée dans l'énoncé, divisé par l'incertitude type 0,2 et tu trouves un z-score de 1. Et tu sais que si le z-score est inférieur ou égal à 2, dans ces cas-là, tu sais que la méthode sera acceptable. Soit le résultat est acceptable, soit ici c'était la méthode de dosage, donc la méthode de dosage est acceptable. En deuxième partie, il fallait contrôler la qualité, contrôle de la qualité de la spiruline. Donc on utilise cette méthode de dosage pour vérifier la teneur en phycocyanine de la spiruline déshydratée fabriquée par l'entreprise. La solution de spiruline à doser, notée S, est réalisée en dissolvant 5 mg de spiruline déshydratée dans 50 ml d'eau déminéralisée et l'absorbance de cette solution mesurée dans les mêmes conditions expérimentales que précédemment, elle est de 0,44. On te demande de déterminer la concentration en masse en phycocyanine de la solution
de spiruline. Bon, bah, dans cette solution, il n'y a que la phycocyanine qui absorbe. Hein. Donc si on peut tout simplement reprendre le graphique, la figure numéro 2, et faire une lecture graphique. Donc si on avait une absorbance de 0,44, ça correspond environ à une concentration de 12,2 mg par litre. J'ai dit environ 12,2 mg par litre. Dernière question, il fallait calculer la teneur en phycocyanine exprimée en grammes pour 100 g de spiruline déshydratée. Conclure sur la qualité de la spiruline déshydratée. Alors, ce qu'on nous dit dans l'énoncé, c'est que la solution de spiruline à doser, notée S, elle est réalisée en dissolvant 5 mg de spiruline déshydratée dans 50 ml d'eau déminéralisée. Donc dans cette solution S, il y a 5 mg de spiruline et j'aimerais savoir la masse de phycocyanine. J'ai la concentration en masse de phycocyanine, j'ai le volume de la solution, donc je peux déterminer la masse de phycocyanine. Et je trouve 6,10 fois 10 puissance moins 1 mg. Tout simplement, j'ai fait la concentration en masse fois le volume. Maintenant, je vais tout simplement faire un tableau de proportionnalité. Si je sais que dans ma solution S, il y a 5 mg, donc ça fait 5 fois 10 puissance moins 3 g de spiruline, on a vu qu'il y avait 6,10 fois 10 puissance moins 1 mg de phycocyanine, ça veut dire 6,10 fois 10 puissance moins 4 g. Alors pour 100 g de spiruline, eh bien tout simplement je vais faire un produit en croix. Et quand je fais mon produit en croix, et si ça vient, désolé, c'est une catastrophe, hop, eh bien je vais trouver 12,2. 12,2. Et ce qu'on voit dans tout début de l'énoncé, on nous dit que pour une qualité optimale du produit fabriqué, la teneur en phycocyanine, donc c'est ce qu'on vient de calculer, doit être comprise entre 10 et 15 grammes. Et bien moi j'ai 12,2 grammes pour 100 grammes de spiruline déshydratée. Donc eh bien, le produit a été fabriqué correctement, puisque la teneur en phycocyanine est bien comprise entre 10 et 15 grammes, donc là 12,2 grammes, pour 100 grammes de spiruline déshydratée. Voilà, j'espère que ça t'a aidé.